Salut! Tu as sûrement remarqué que notre bibliothèque est divisée en 6 coins distincts. Nous y retrouvons le coin grenouille, celui de la sirène, de la ferme, de l'horloge, de la prison et celui du train. C'est l'artiste Brigitte Toutant qui s'est inspirée de légendes québécoises pour aménager notre bibliothèque en un lieu agréable pour faire la lecture. Une légende a un élément clé, un objet, un personnage, une histoire, etc. Au fil du temps, elle perd en précision et gagne en fantaisie, car elle a été amplifiée. Reste avec nous, nous allons te faire découvrir 5 d'entre elles en te les racontant. Bonne écoute! Laisse-moi te raconter la légende du bonhomme 7 heures d'après les dires de quelques arrière-grands-parents. Le bonhomme 7 heures est un voleur d'enfants, à moitié humain, à moitié créature maléfique. C'est un vieil homme portant un chapeau, une canne et un sac assez grand pour y placer ses victimes. Il habite dans la forêt. Il ne sort de sa maison qu'à la tombée de la nuit et parcourt les routes à pied à la recherche d'enfants. À 7 heures le soir, il s'approche des maisons. Et s'il rencontre des enfants sur son chemin, il les met dans son grand sac et on ne les revoit jamais. C'est pourquoi les enfants doivent rentrer à la maison avant 7 heures. Les parents n'ont qu'à leur dire « Dépêchez-vous! Le bonhomme 7 heures arrive! » Effrayés, les enfants abandonnent leur jeu et obéissent à leurs parents. L'histoire veut aussi que le bonhomme 7 heures se cache sous les perrons en attendant que 7 heures sonne. S'il voit les enfants turbulents qui ne sont pas encore au lit à 7 heures, il rentre par la fenêtre de leur chambre et met ceux-ci dans son grand sac pour les manger. Nul besoin de vous dire qu'il vaut mieux être enfant sage et obéissant. Bonjour, aujourd'hui on va te raconter la légende de la sirène de Percé. À Percé, en Gaspésie, René et ses amis s'apprêtaient à aller à la pêche. Son père, Alexandre, ne pouvait plus y aller avec son fils René, parce qu'il était très âgé. Il les met en garde contre les sirènes de mer en lui racontant comment, un jour, son père en a attrapé une par erreur dans ses filets et il voulait la garder. Malheureusement, une tempête s'abattit sur son bateau. Ce n'est qu'en se débarrassant de la sirène qu'il échappe à la mort. Une fois qu'Alexandre a terminé son récit, René s'en va pêcher. Près d'une île, il s'arrête et dispose ses filets. Après quelques minutes, il les hale. Soudain, il aperçoit quelque chose d'étonnant. Une sirène est prise dans ses filets. Il la remonte à bord. Celle-ci lui demande « Libère-moi et je réaliserai 3 de tes vœux. » Mais le jeune pêcheur refuse car il croit qu'en la ramenant au village, il deviendra très célèbre. Toutefois, elle le prévient que s'il ne la relâche pas, son bateau coulera. Pendant qu'il retourne au port, des nuages apparaissent dans le ciel. Une violente tempête éclate. Affolé, René croit maintenant au pouvoir maléfique des sirènes. Alors, il délivre rapidement sa prisonnière. Aussitôt, le ciel s'éclaircit et le vent se calme. Sain et sauf, René retourne au port, laissant derrière lui son plus grand rêve, car la mer l'a emporté.
Voici la légende de Tijan le Violon. Un roi qui était très fier de sa belle et intelligente fille veut lui trouver un époux qui la mérite. Alors, il déclare que celui qui arrive à la contrarier pourra l'épouser. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à la contrarier ira en prison pour 1 an et 1 jour. Un seigneur du voisinage qui avait 3 fils, les 2 plus vieux étaient âgés et Tijan le Benjamin agissait comme serviteur pour ses 2 frères. Les 2 plus vieux tentent leur chance auprès de la princesse. Échouant, la princesse les met en prison. Par curiosité, Tijan suit ses frères en cachette. Il faut 3 jours pour se rendre au palais du roi. Les 2 plus vieux travaillent en échange d'un logis. Satisfait de lui, un serviteur lui offre une serviette qui fait apparaître de la nourriture. Le soir suivant, il reçoit une petite bouteille qui fait apparaître de l'eau ou du vin. Le dernier soir, un domestique lui offre un violon. Échouant auprès de la princesse, les 2 frères de Tijan se voient emprisonnés. C'est au tour de Tijan. Tijan insulte la princesse en lui reprochant d'avoir séquestré ses frères. Alors la princesse ne trouve rien à dire. Alors le roi lui accorde la main, mais Tijan refuse. Il dit d'aller en prison. Alors le roi accepte sa requête. Tijan voit les détenus en prison affamés. Il sort sa serviette et fait apparaître de la nourriture et fait manger les prisonniers. Il utilise également sa petite bouteille, le vin coule à flot. Ensuite, il prend son violon et joue du violon et les prisonniers dansent bruyamment. Le roi entend la musique et se met à danser lui-même. Celui-ci dit à Tijan d'arrêter la musique. Tijan dit seulement si le roi libère tous les prisonniers. Alors le roi accepte de libérer tous les prisonniers et Tijan cesse de jouer du violon. 2 jours plus tard, il épousa la princesse. Ouh, ouais, ouah, ouh. Alexis le Trotteur. Laissez-moi vous raconter la légende d'Alexis le Trotteur. Alexis le Trotteur, c'est tout un phénomène, un athlète incroyable. Sais-tu qu'il pouvait courir plus vite que n'importe qui? Tiens, il était tellement rapide qu'il gagnait même des courses contre des trains. Je vais te raconter l'anecdote la plus connue à son sujet. Ça se passe à la Malbaie, dans Saint-Charlevoix. Alexis accompagnait son père au quai, où celui-ci doit prendre le bateau pour aller à Bagotville. Alexis insiste pour que son père l'emmène avec lui, mais celui-ci refuse. Alors il déclare très sérieusement: quand tu arriveras à Bagotville, c'est moi qui attacherai les amarres du bateau. Sans perdre de temps, Alexis file. Quelques minutes plus tard, il ressort avec une branche sans feuilles. Popeye, ça c'est le surnom qu'il se donnait quand il se prenait pour un cheval. Aussitôt après qu'il a prononcé ces mots-là, ses jambes se gonflent, ses mollets se raidissent et ils deviennent aussi puissants que ceux du meilleur cheval de course. Et Alexis part au galop, au triple galop même. Galop. Ses longs cheveux blonds sont comme une crinière faite au vent. Imagine, Alexis va tellement vite que les fleurs sauvages sont fauchées sur son passage. Alexis déplace tellement d'air qu'elle se forme toute seule en bouquet. Quand le bateau arrive à Bagotville, Alexis est déjà là. Il a réussi à faire la distance en moins de 12 heures. Mais Alexis est un peu bizarre. Il n'accepte pas toujours les défis qu'on lui lance.
Et des fois, il refuse de courir. Et personne ne peut savoir pourquoi. Et en d'autres occasions, il rigole en disant « Personne ne peut courir plus vite que moi. Je suis le cheval du Nord. Je suis sûr que c'est par erreur si je suis né sur une forme humaine, car en vérité, je suis le meilleur trotteur du monde. » Alors on l'a fini par le surnommer Alexis le Trotteur. Je vais vous raconter l'histoire de Guillaume, un vieux garçon de 24 ans qui habitait dans les environs. Guillaume, il n'y avait rien dans la vie. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Pas d'argent, pas de maison, pas de meubles, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de femme. Mais Guillaume ne s'en faisait pas avec ça. Il se disait qu'un jour, ça allait s'arranger. Guillaume y habitait à Saint-Henri, une petite banlieue de Montréal, mais c'était pas développé comme aujourd'hui dans ce temps-là. Il travaillait dans les fermes et les commerces avoisinants pour se faire de l'argent. Alors un matin, Guillaume se rendait à Verdun pour travailler. Il s'en allait sur une ferme. Et sur son chemin, il vit un petit grain de maïs. C'est alors qu'il dit « Oh, un petit grain de maïs tout doré, tout jaune, ça va de mon porte-bonheur. J'ai rien de moi dans la vie. » Il a donc mis son petit grain de maïs dans sa poche et s'est en allé vers la ferme de Rosemée. C'est à ce moment-là qu'il lui dit Aujourd'hui, Rosemée, c'est quelque chose de spécial. J'ai un petit grain de maïs. Je ne voudrais pas le perdre. C'est tout ce que j'ai, moi, dans la vie. Donne-le-moi, je vais le mettre sur le bord de la fenêtre. Et c'est ce que Rosemée fit à l'instant. C'est alors que Guillaume partit travailler dans les champs. Au bout de quelques heures, Guillaume avait bien travaillé. Son panier était déjà bien rempli de pommes de terre, de navets et de carottes. Mais c'est à ce moment que Rosemée s'en vient vers lui en courant tout énervé. Guillaume, mon coq! Qu'est-ce qu'il y a dans mon coq? Mon coq a sauté sur le bord de la fenêtre et a mangé son grain de maïs! Oh non, c'était mon porte-bonheur. C'était tout ce que j'avais, moi, dans la vie. Ben, écoute, Rosemée, donne-moi ton coq. Rosemée hésitait, mais elle connaissait Guillaume depuis longtemps et c'est ce qu'elle fit en ronchonnant. Bon, d'accord, Guillaume. Je vais te donner mon coq. Tiens, Guillaume. Après tout, c'est mon coq qui a mangé ton petit grain de maïs, alors je te le donne. C'est alors que Guillaume partit avec son coq sous le bras. C'est à ce moment que Georges explique à Guillaume que son coq est mort depuis 15 jours. Ben, je voudrais bien que tu t'en occupes en attendant qu'ils aillent nettoyer la soupe. Et c'est ce qu'il fit. Guillaume avait maintenant terminé son nettoyage de la soupe. Il revint voir Georges pour se faire payer lorsqu'il aperçut son coq à moitié déplumé. Où l'avait bien-il mis pour la journée? Il l'avait mis avec les autres poules dans le poulailler. Et les poules s'en étaient très bien occupées. C'est à ce moment que Georges lui dit Guillaume, je fais un marché avec toi. Tu me donnes ton coq, puis moi je te donne le plus beau petit cochon de la dernière portée. OK. Guillaume trouvait que c'était une bien bonne idée. C'est à ce moment-là qu'il prit son cochon en dessous du bras et il marcha lentement vers la Chine, où il s'en allait faire le train. Guillaume marchait lentement. Il n'était pas pressé, mais son petit cochon commençait à être bien lourd et bien pesant. C'est alors qu'il eut l'idée de détacher sa ceinture et de lui faire une petite laisse. C'est alors que Guillaume marchait lentement vers la ferme de Lucille. Au milieu de l'après-midi, il vit le petit toit rouge de la ferme. Tranquillement, il s'approchait. C'est alors que Lucille le vit et lui dit Eh bien, mon Guillaume, tu t'es fait un nouvel ami? Et bon, mon petit cochon, c'est mon porte-bonheur, c'est tout ce que j'ai dans la vie. Et ben, c'est Josette qui me l'a donné. Ben, est-ce que tu voudrais t'en occuper en attendant que j'aille faire le train? Pas de problème, je vais le mettre dans l'étable avec ma vache, elle dort toute la journée. Et c'est ce que Lucille fit. Guillaume s'en alla faire le train. Et je vous dis que ça y allait de bon train quand c'est lui qui était là, les vaches donnaient toujours plus de lait. Lorsqu'il eut terminé, il s'en alla bretter dans l'enclos pour voir les petites génisses de l'année. Une fois terminé, il s'en allait vers Lucille pour se faire payer. Mais c'est à ce moment qu'il la vit tout éplorée. Guillaume, c'est horrible, qu'est-ce qui est arrivé à ton petit cochon? Ma vache s'est couchée dessus et l'a écrasé.
Oh non, c'était mon porte-bonheur. C'était tout ce que j'avais, moi, dans la vie. Guillaume, je fais un marché avec toi. Je peux pas te le remplacer, en fait. Tout ce que j'ai, ce sont des vaches. Guillaume demanda alors à Lucille de lui donner une génisse, ce qu'elle fit sans hésiter. Une fois qu'il eut choisi sa génisse, avancez. Une fois qu'il eut choisi sa génisse, Guillaume repartit vers Westmont. Il s'en allait travailler chez une vieille dame riche de Westmont. Sur ce grand domaine, il y avait même une écurie. C'est alors que Guillaume arrive sur place avec sa vache. Il regarde la dame et lui dit Ben, aujourd'hui, j'ai un petit problème. J'ai une vache avec moi. Pas de problème, madame dans l'écurie. C'est à ce moment que Guillaume partit travailler sur le domaine. Il avait des rosiers à couper et à tailler, ce qu'il fait régulièrement. Lorsqu'il eut terminé, il fit même un beau bouquet. Mais il arriva pour se faire payer à la fin de la journée, et Mme Bronfman l'attendait. Elle lui dit Guillaume, ton vache s'enfuit de l'écurie. Oh non, c'était tout ce que j'avais, moi, dans la vie. J'ai perdu mon grain de maïs, mon coq, mon cochon. Et ensuite, ma vache. Guillaume était très déçu. Mais c'est à ce moment qu'il vit les portes de l'écurie s'ouvrir. C'est alors qu'un beau cheval blanc et brun sortit de l'écurie, et sur celui-ci, une belle jeune fille aux cheveux bruns s'avança vers Guillaume. C'est à ce moment qu'elle lui dit Allô, je m'appelle Maria, déjeuner pour ta vache. Madame Bronfman demanda donc à Guillaume ce qu'elle pouvait faire pour dédommager. C'est à ce moment que Guillaume lui dit Est-ce que je pourrais aller danser avec Marianne? Marianne regarda Madame Bronfman. Madame Bronfman a regardé sa fille, et cette dernière fit signe que oui, un peu gênée. Et c'est ainsi que le lendemain soir, les deux sont partis danser, et ce fut le début d'une belle histoire d'amour. Ils se sont mariés, puis ils ont acheté, non pas acheté, le père Bronfman leur a donné une belle maison en bordure de Westmont. Et derrière chez eux, il y avait un beau champ, un champ dans lequel ils ont fait pousser du maïs, en mémoire de leur super belle histoire. Maintenant, tu connais la légende de Persée, celle du bonhomme 7 heures qui ont les grains et le grain de maïs, Alexis le trotteur. Afin de connaître les légendes qui est représentée par la grenouille dans notre bibliothèque, nous te suggérons de lire le livre Par la bave de mon crapaud ou la nouvelle version de celui-ci, Poil de serpent, dents d'araignée, de Daniel Marcotte. Cet auteur s'est inspiré d'une affaire qui a fait scandale et qui est devenue le cas le plus célèbre, l'histoire québécoise née en 1742 dans le faubourg à Saint-Joseph à Montréal. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. À toi de découvrir d'autres légendes québécoises car il en existe beaucoup.